Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, je vais vous présenter un vieil ami, Sevan, qui fait un métier un peu particulier car il est coach de vie, médium. Vous l'avez certainement vu à la télé dans les années 80-90. Vous allez certainement reconnaître sa voix car il anime aussi des émissions de radio. Sevan, donc, un personnage très attachant qui va nous raconter son histoire, nous délivrer ses petites anecdotes parfois croustillantes. Une interview menée rondement par Didier Rousset ainsi que Nora, présentatrice de l'émission Viser la Lune sur RCN. Tant qu'à moi, je vous retrouve après cette interview. À tout de suite. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Sévan. Didier est avec moi pour cette présentation. Donc Sévan va être présenté par Didier. Tu peux nous en dire plus? Quel est cet invité mystère? Bonjour à Sévan et bonjour à toi aussi. Sévan, nous avons eu l'occasion, il n'y a pas très longtemps, de se connaître par le biais d'un ami commun, Absolument. John. Et suite à cela, eh bien, c'était l'occasion de se rencontrer puisque vous veniez chez John. Tout à fait. Donc, en tant que médium, je voulais savoir comment c'est venu, à quel âge c'est venu, comment vous avez pu percevoir toutes ces qualités que vous avez en vous. Très jeune. Hein? Très jeune, j'avais 9 ans, 10 ans à peu près. Mais pour moi, c'était normal. Pour mes parents, c'était normal dans le sens où mes origines, elles sont arméniennes. Et chez les Arméniens, comme tous les Orientaux, il y a une sensibilité qui est différente. Et ma grand-mère faisait de la guérison, ma mère faisait le marc de café. Enfin voilà, donc j'étais baigné là-dedans et j'ai toujours été intéressé. J'ai un frère qui ne s'est jamais intéressé. Et pour lui, c'était l'extérieur. Mais enfin, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sensible. Donc, j'avais 9 ans à peu près, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai eu une malformation congénitale quand je suis né, et ma mère m'a fait opérer parce qu'à l'époque, hein, donc j'ai 70 ans à l'époque, j'avais 9 ans, donc vous voyez ce que ça fait. Oh là là. Et c'était le début de la médecine et de la chirurgie pédiatrique à la limite. Donc, c'était malformation rénale, etc. J'ai mes 2 reins, et ma mère, elle a dit non, mon fils n'est pas malade, donc il faut absolument qu'on travaille ça. Mais le problème, c'est que mon père encore ça allait, mais il y avait la famille. Vous savez, comme tous les Orientaux, il y a la famille, et il ne faut pas le toucher, il ne faut pas faire ci, puis il va devenir impuissant, parce que c'est les reins, enfin, c'est d'un ridicule, mais oui. C'est dans les gènes. Oui, c'est les croyances. C'est les croyances, tout à fait, qui pourrissent la vie. Oui, c'est une forme de croyance. Absolument. Donc, ma mère, elle a pris ma main, elle est allée à l'hôpital, et puis elle allait le matin à l'école parce qu'elle ne voulait pas que je reste sans travailler. Elle arrivait à la clinique. Enfin bon, j'ai fait mes petites études comme ça pour ne pas perdre le fil. Et un jour, j'étais dans ma chambre quand tout était terminé, et puis j'ai entendu un bruit comme ça, en jouant, puis j'étais très solitaire en plus, et dans la souffrance de la solitude. Mais c'était lié. C'était lié parce que j'étais très sauvage et le monde dans lequel je vivais ne me convenait pas, parce que mes origines sortaient de plus en plus. Et j'étais mal parce que j'étais pas avec mes origines, j'étais avec le monde extérieur, enfin bref. Et donc, j'étais dans ma chambre en train de jouer, et j'ai entendu un bruit de tôle qui se froissait, enfin un bruit de froissement de tôle, quoi. Et un chiffre 14 avec un képi de gendarme. Enfin, avec un képi. Maintenant, je dis gendarme, mais quand vous êtes gamin... Et je vais voir maman et je lui dis, maman, le 14, il va y avoir des gendarmes à la maison, des policiers, j'ai dit, je crois, si je ne me trompe pas. Et le 14 février, le 14 du mois d'après, mon frère aîné est mort d'un accident de voiture. Donc, heureusement que j'ai eu des parents intelligents qui ne m'ont pas traumatisé en disant c'est le Dieu, c'est le diable, etc., etc. Donc, c'est parti, ça a coulé, etc. Et à partir de l'âge de 13 ans, je suis rentré dans la danse parce que j'étais très attiré par la danse. Et
encore une fois, issu de famille orientale, la danse pour un garçon, surtout à l'époque, c'était pas Oui. normal. Alors mon père, je suis allé le voir et il m'a dit, il est hors de question, mais par contre, si tu veux faire de la danse, fais de la danse folklorique arménienne. Je dis ok. Et je suis rentré dans une assoce arménienne pour faire de la danse, mais moi j'avais mon but derrière. Et de là, les répétitions se passaient dans une école de danse classique, pas loin de l'association. Et donc on allait répéter là-bas, et puis j'étais très attiré entre deux répétitions de voir les cours de danse classique. Et le professeur, c'est une dame, elle était adorable, Madame Berger, et elle me dit, écoute, viens, tu viens pour le folklore, ton père n'a pas besoin de savoir si tu fais du classique à côté. Et j'ai commencé comme ça. Sympa. Ouais, très sympa. Et donc j'ai commencé, et puis ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Après, je suis rentré, j'ai fait une école de professorat à Paris qui n'existe plus maintenant. Ça ne me convenait pas non plus parce que moi, je n'étais pas allé pour apprendre le menuet ou la farandole. On apprenait tout, bon, c'est nécessaire aussi. Mais moi, je crois que heureusement que maintenant, ces notions de formation ont changé et qu'on ne formait pas sur l'anatomie du corps. On ne formait pas sur les positions. Oui, il faut être ouvert. Et après, mais quand tu vas être ouvert, je veux dire, voilà. Et d'ailleurs, on mettait les gamines à l'époque à 4 ans sur des pointes. Ou après, c'est un massacre pour le dos, pour tout. Bien sûr. Bref. Donc, moi, j'ai travaillé de mon côté. Et j'ai enseigné aussi avec cette dame qui m'a poussé là-dedans. Et de là, j'ai monté ma propre école de danse à Marseille. De la danse à Marseille, j'ai monté une compagnie de danse sur toutes les musiques arméniennes classiques, je précise bien. Et j'ai fait mon mélange de formation de caractère arménien, de classique. Donc j'ai fait un néoclassicisme, un néocaractère, et je m'éclatais. C'est-à-dire, là, je me suis retrouvé. Et un jour, il y a une collègue de travail, une copine de travail, une élève, qu'on était très liés. Et elle me dit, tu sais, maman, elle est allée voir une carte ancienne, et paraît qu'elle est super. Et elle me dit, ça serait bien qu'on aille. Alors je dis, écoute, moi je veux bien aller voir, mais je n'ai pas de sous. Oui. Alors elle me dit, ah bon. Et puis je dis, écoute, je vais voir ma grand-mère. Parce que quand c'était comme ça, j'allais voir ma mamie. Mamie, qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Et elle m'avait donné des sous, donc on va la voir. Alors on va dans ce cabinet. Elle était très connue, elle s'appelait Madame d'Amour. Et très forte, une bretonne, petite, sèche comme ça, les yeux bleus, verts. Et elle rentre d'abord, elle sort en pleurant. Je dis bon, je rentre après, et puis elle me dit asseyez-vous, je m'assois. Et moi, j'attendais qu'elle me dise où j'allais être Maurice Béjart. C'était mon dieu Béjart. Donc, d'accord. Oui. Moi, Oui, bah, évidemment. Oui. Mais vraiment, Oui. c'était jusqu'à présent d'ailleurs. Par rapport à votre parcours, voilà. Pour vous, c'était votre objectif. Et en plus, non seulement le parcours, mais ce qu'il faisait, ça me correspondait. Donc, vous voyez, il mélangeait le classique à l'époque. Enfin, bref, c'était un génie. Et elle me regarde, elle ouvre son jeu de cartes comme ça, elle ramasse. Elle me dit, mon petit, elle me dit, tu ne seras jamais Béjart. À l'âge de 30 ans, tu vas t'arrêter la danse et tu seras voyant comme moi derrière un bureau. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais quelle idiote cette femme. Et je suis parti en claquant de la porte. Et ça m'a complètement démoralisé. Ah, oui. Elle m'avait scié les jambes. Ah, quoi. Oui, effectivement. Et donc après, c'était quand même une curiosité. J'avais rencontré une autre voyante, pareil, pour me dire, tu vas être Maurice Béjart, elle aussi. Alors elle, c'est la vraie Marseillaise, grosse, mais d'une gentille, elle était son cœur était aussi gros que son poids. Les pagousses de partout, etc., avec l'accent marseillais. Je rentre, et elle ouvre son jeu, elle me dit, oh mon Dieu. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas vrai, tu as le cul bordé de nouilles. Et moi, je me demandais, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Et elle plie son jeu, elle me dit, mon petit, tu es créateur, mais tu ne seras jamais comme Béjart. Et elle me dit, pourquoi tu ne fais pas de la voyance? Mais je n'en ai rien à foutre de la voyance. Moi, je ne sais pas. D'abord, je ne sais pas, toi, tu fais les cartes. Moi, on avait lié.
Bref, ça passe des mois et des années, et j'avais monté ma compagnie et je faisais répéter à Paris. Donc j'avais un pied-à-terre à Paris. Un jour, elle arrive, elle me dit, elle n'avait jamais quitté Marseille, ni sa rue où elle habitait. Et elle me dit, écoute, elle me dit, j'ai vu sur Pariscope à l'époque qu'il y a un festival de la voyance à l'hôtel Lutetia. Ça, c'était dans les années 81, 82, un truc de ce genre. Et elle me dit, écoute, comme tu as un pied à terre, comme tu montes à Paris tous les week-ends, elle me dit, est-ce que tu peux m'amener? Je dis, aucun problème. Elle me dit, trouve-moi un hôtel. Je dis, hors de question, tu viens à la maison. Et voilà, Tipac, on va à l'hôtel Lutetia à Paris. Un monde fou, je me demande ce que je faisais là, bien sûr. Et il y a un monsieur qui arrive, l'organisateur, un monsieur escroc de première. Il se faisait appeler le mage des Suards. Mais il impressionnait. Il avait des yeux verts, il était habillé en col marron noir, cheveux bruns, bref. Une prestance Très, qui impressionnait. Donc il arrive vers moi et puis il me dit, vous êtes Eddie? Sévan, c'est après que je me suis mis dans le Sévan. D'accord. Et je dis, oui. Il me dit, votre cabine est prête. Je dis, mais quelle cabine? Alors elle me dit, mais vous êtes voyeur? Je dis, pas du tout, moi je suis chorégraphe. Là. Elle me dit, non, non, vous êtes voyeur. Mais je dis, écoutez, non. Et moi, je dis, c'est mon ami. Et puis je me retourne, elle n'était plus là. Elle m'avait laissé au milieu, elle est allée se balader. C'est elle qui avait fait tout quel ça. cadeau, bah voilà, elle vous a lancé sur votre voie. Voilà. Et donc, et là, comme une cloche que j'avais sur moi, je rentre dans la grande salle. C'était par contre, autant il était escroc, mais autant il avait de la classe pour organiser. Musique zen et compagnie. Et je me voyais un qui faisait le pendule, c'est le bras qui bougeait, le pendule ne bougeait pas. L'autre, à l'époque, c'était l'astrologie avec les règles et tout, c'était pas sur ordinateur. L'autre, elle regardait la boule de cristal. Moi, j'ai essayé 36 fois de regarder, j'ai rien vu. Le tarot, la numérologie, et chiromancie. Tout le monde était ensemble, les uns près des autres, d'accord. C'était une grande salle avec des cabinets. C'est ça, comme on fait des salons. Parce que parfois ils ont des petites tentes ou des choses comme ça. Non, mais là, aussi. Non, là, c'était vraiment classe. Hein. La grande découverte. Ouais. Et je vais toujours sans parler, mais j'entendais du brouhaha tout dans mes oreilles. Je veux dire, et je me disais, mais qu'est-ce que je fous ici? Et je vais m'asseoir comme un idiot, un zombie, je m'assois. Et il y a un monsieur qui vient, le salon s'ouvre, un monsieur qui vient devant moi, il va pour s'asseoir. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais raconter? Je ne sais rien dire. Je dis, vous êtes éjaculateur précoce, monsieur? Ça commence mais quand je l'ai dit, j'étais rouge, vert, tout ce que... Et lui, ça s'est échappé, ça c'est comme ça. Absolument. Voilà. Et lui, est devenu dans toutes ses couleurs. Il me regarde, il me dit, et là, j'ai reconnu la danse. Vous savez, quand vous faites une pirouette, que vous allez vous casser la figure, il me dit, mais comment vous savez ça? Vous savez ça aussi? Je dis, mais vous savez, nous, on sait tout ici. Et après, j'avais sympathisé avec une numérologue qui avait son cabinet à une rue qui s'appelait rue Jean Mermoz, qui s'appelle toujours rue Jean Mermoz à Paris, qui donne sur les Champs-Élysées. Elle vient, elle me dit, tu sais, elle me dit, moi j'habite un grand appartement, si tu veux, j'ai une pièce, je peux te la passer pour que tu consultes quand tu viens de Marseille ici. Et j'ai commencé ma clientèle comme ça. Après, je suis tombé vraiment dans un réseau que je ne connaissais pas du tout, le monde artistique. Le monde de la musique, le monde des chanteurs, les attachés de presse et compagnie. Et ça fait qui venaient vous consulter, en fin de compte. Les artistes, les chanteurs, les chanteuses. Voilà, j'ai commencé comme ça. D'accord. Ah oui, donc on voit déjà l'accueil. Bon, ce qui est beau, c'est déjà l'accueil au niveau de la famille. C'est pas toujours le cas. Absolument. Quand il y a des enfants parfois qui ont des possibilités ou des dons, effectivement, la famille préfère éviter ou elle essaie Pour revenir aux dons. Moi, on me dit, dit, c'est un don que vous avez. Moi, je dis, oui, c'est un don. Enfin, je veux dire par là que, oui, un don, mais ça veut dire quoi, un don? Un don, c'est déjà de naître et d'être vivant. C'est déjà un don. Déjà, c'est pas mal. Et moi, à cette époque-là, j'avais beaucoup de mal à porter ce titre de voyant médium. Parce que qui dit voyant médium égale escroc. Et ça, je ne supporte pas. C'est pas une histoire d'être plus ou moins que l'autre. Hein, voilà. Donc, j'ai eu des rencontres intéressantes, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Et un jour, donc,
il y avait, à l'époque, j'organisais des salons de la voyance à l'hôtel Métropole à Genève. Et il y a un monsieur indien qui vient vers moi, et il était professeur à l'école de business de Genève, business international, et il vient vers moi, et puis il me dit, enfin en anglais, mais je ne parle pas l'anglais, donc j'avais à côté de moi ma cousine qui parlait très bien anglais. Et il me demande, en disant qu'il m'a connu par le salon et que je suis quand même quelqu'un de sérieux par rapport à tout ce qu'il a vu jusqu'à présent, et qu'il organisait un séminaire de 4 jours en Angleterre sur le développement de l'intuition dans le business. Et il m'a dit, je serais intéressé si vous participez à ce machin. Et moi, je me cherchais déjà à cette époque-là. Donc, je suis allé voir. On est allé avec ma cousine parce que ça parlait uniquement anglais. Il n'y avait que des hommes d'affaires. Business, business, business. Et encore une fois, je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici? Je ne comprends rien du tout. Vraiment rien du tout dans le business. Enfin, je ne suis pas businessman. Hein. Et le deuxième jour, on m'a fait descendre sur le strade en bas parce que c'était un amphithéâtre. Et à l'époque, j'avais des cheveux longs. Ils m'ont mis des bigoudis de partout, des électrodes. Ils m'ont fait des examens. Ils me posent des questions. Je leur faisais de la voyance. Et c'était assez intéressant parce qu'il y avait les aiguilles. Pour analyser, en fin de compte. Oui, d'accord. C'était bon aussi pour, voilà. De façon scientifique, essayer de voir un peu ce qui se passe. Et là, le lendemain, donc, quand j'ai commencé ça, au bout d'une demi-heure, il y a 2 messieurs qui rentrent. Et l'aiguille a complètement bougé différemment. Et c'était 2 Norvégiens, très sympas. Et là, tout fort, je dis, ces messieurs devaient venir hier, mais ils sont venus qu'aujourd'hui parce qu'ils ont raté, ils se sont perdus. Et les 2 me disent, enfin, ils disent oui. Et ça passe, bref. Alors, j'ai surtout sympathisé avec un des Norvégiens, et lui, il était psychanalyste. Mais après, il a changé, il n'avait plus son cabinet. Enfin, il était toujours psychanalyste, mais il était psychanalyste au niveau des entreprises. Donc, sa femme parlait français parce qu'elle était peintre aussi, et elle avait un couple adorable. Et ils sont venus à Paris, à l'époque j'habitais Paris, ils sont venus me voir, et puis j'étais vraiment mal, moi, à cette époque-là. Je ne me supportais plus, je ne m'acceptais plus, etc. Et vous acceptez plus par rapport à votre cheminement, ouais. Le fait de ne pas être complètement dans la voyance et pas dans la danse, c'était quoi? Encore ça va, parce que j'ai fait un travail là-dessus. Ça, je n'ai toujours pas réglé. J'ai fait 12 ans de psychanalyse, je n'ai pas réglé le problème de la danse avec moi. Non, c'était cette étiquette qu'on m'avait collée en disant tu es voyant médium. Voilà. Donc, je lui explique ça à ce monsieur, qu'on avait sympathisé, bien sûr, et puis il me dit, mais pourquoi tu n'animes pas des séminaires sur le développement de l'intuition? Parce que lui était convaincu que c'est intuition. Oui, ce qu'on appelle maintenant le développement personnel. Oui, tout à fait. Oui, mais l'intuition, ouais, oui, ouais. Tout à fait. Et alors, j'ai dit, mais ok, mais moi, je ne sais pas comment mettre ça en place. Il m'a dit, écoute, laisse-moi un mois, je te rappelle, et il me rappelle au bout d'un mois, en effet, et il me fait venir en Norvège. Et il était très proche des grandes banques norvégiennes, etc. Donc, c'était avec le directeur de la banque, sur le personnel, les cadres qu'il avait, donc je faisais, et sur Photosin. Et donc, ça correspondait, enfin bref. Et un jour, il y a une dame qui vient me voir, pareil, à Oslo, et elle était chef du personnel du département aluminium d'une grosse société qui s'appelle Norsk Hydro. C'est une grosse multinationale. Et lui, elle me dit, écoutez, je veux faire quelque chose avec vous. J'ai monté un cadre de séminaire et on va venir en France et j'aimerais que vous veniez animer un week-end à tel château dans Bourgogne, etc. Je dis, écoute, avec plaisir. J'ai dit avec plaisir, mais après je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais raconter? Je vends de l'air. Oui. Eux, ils sont ingénieurs. Oui, c'est ça. Ouais. Et moi, le décalage par rapport à ça. Bien sûr. Ouais. Alors, on était quand même 42. Je me suis vraiment... J'étais très inquiet, j'avais un trac fou, mais bon, comme j'avais fait de la scène, le trac je connaissais, j'ai pu gérer plus ou moins, et je me disais, mais encore une fois, qu'est-ce que tu vas raconter? Et je fais mon tour d'horizon dans la salle, et je me vois 2 messieurs
Mais vraiment, c'était même pas la peine d'être voyant. Ils en avaient rien à foutre, quoi. Mais ils étaient obligés de venir parce que c'était dans le cadre. Alors je vais voir la dame, et puis avec ma traductrice, et je lui dis, écoutez, il y a deux personnes qui me dérangent, ça n'a rien à faire, et moi, ça va me déranger dans mon travail. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Et ben, il me dit, je les ai fait dégager, ils ont qu'à faire du golf, il y a un très bon golf dans les machins. Ils sont partis. Et à partir de là, donc, j'ai commencé d'abord à me présenter, mon parcours, etc., etc. Et ils étaient très intéressés. Tous des ingénieurs. Hein. Donc, ils étaient intéressés par le thème de développer leur intuition. Oui, oui. Alors, ils n'étaient pas contre ça. D'accord. Voilà. Après, il y a un lien qui se fait entre eux et moi. Donc, on a commencé à travailler. J'ai fait en travaux pratiques, j'ai fait travailler les photos. Et des photos que moi je connaissais, des gens que je connaissais de ma famille, de mes amis, que je les connaissais bien. Donc, quand ils me parlaient, je disais oui ou non, mais dans l'ensemble, ça correspondait. C'est pas parce que la personne souriait que c'était quelqu'un de rigolo, alors que c'était pas quelqu'un de rigolo. Voilà. D'accord. Oui. Donc en fait, les exercices que vous leur donniez, c'était en fait de faire un travail sur des personnes que vous connaissiez pour qu'ils puissent s'exercer à leur intuition. À leur intuition. Alors la question que je me pose, c'est au sein du milieu professionnel, ça fait quand même un certain nombre d'années que ça s'était passé. Je suis surprise que, en fait, on ait eu, la personne qui était en charge de ça ait eu l'idée de consacrer un séminaire pour développer l'intuition chez ces professionnels. Alors, chez les Norvégiens, c'est très ouvert. Ah, d'accord. Dans les pays du Nord-Est, ils sont très ouverts là-dessus. Vraiment. Ils sont en avance, tout cas, oui, effectivement. Oui, en avance, complètement. complètement. En fin de compte, ils étaient en avance. Bien sûr, parce qu'ici en France, je ne suis même pas sûre que ça existe, même à l'heure actuelle, s'il existe vraiment des séminaires pour les cadres pour développer leur intuition, ou en tout cas dans le développement personnel. Ouais. Et alors, après, c'était assez intéressant parce qu'ils ont travaillé face à face et chacun écrivait pour que moi, après, on me traduisait. Et de ce que toi, tu pensais de ton copain ou de ta copine, de ta collègue. Et c'était assez intéressant parce qu'ils arrivaient à trouver. Alors qu'ils se connaissent. Et en définitive, la conclusion, c'est on ne se connaît pas quand on travaille. Bien sûr. Bien sûr. Et le lien n'y est pas, c'est pas productif. Et à la fin, alors c'était vraiment tout le monde, les photos dans les couloirs de l'hôtel, enfin, c'était très rigolo. Et à la fin, la dame qui organisait ça, elle est venue, elle me disait, écoutez Sévan, je suis hyper contente du travail que vous avez fait parce que, vous voyez, même moi qui travaille avec eux, je ne les connaissais pas à ce point-là. Et l'atmosphère a totalement changé. Évidemment. Voilà. Et vous avez créé du lien lors du séminaire. Et puis, comme vous le dites, les étiquettes, on peut poser plus facilement des étiquettes comme ça parce que c'est plus simple, mais finalement, on ne connaît pas l'autre. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mais c'était assez intéressant parce que après, je suis parti à New York. Je suis parti à New York parce que j'avais une ancienne élève qui s'était installée à New York. Elle voulait que je vienne. Et moi, tout petit, je disais, je vais vivre en Amérique. Et quand j'ai mis les pieds sur le sol à Kennedy, j'avais une angoisse qui m'a pris. Je voulais reprendre Air France pour rentrer. Ouais. J'arrive et puis... Oui, c'est l'ambiance. Oui, ça change. Et donc, elle avait un ami, cette élève, c'était une amie d'abord, qui était directeur chez Van Cleef & Arpels. Et en même temps, elle faisait partie de l'association américaine jungienne, donc du psychanalyste Jung. Et moi, j'ai toujours été attiré par Jung. D'ailleurs, j'ai toujours fait mon travail de psychanalysme avec Jung, enfin, par l'intermédiaire d'une thérapeute. Et donc, il a voulu aussi que je vienne parler, pas spécialement faire un séminaire, mais que je vienne parler, etc. Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je leur explique que je voudrais changer d'étiquette. Cette étiquette encore qui est là me dérangeait beaucoup. Et ils m'ont dit, je comprends, on comprend, mais on va voir et puis demain ou après-demain, on se revoit, etc. Et eux, ils avaient trouvé un titre, enfin un titre, oui.
Consultant pour le développement humain, Oui. qui me convenait beaucoup plus. Oui, tout à fait. Absolument. Mais le problème, Absolument. c'est pas ça. Aux États-Unis, c'est pas un problème. En France, ça n'a pas marché. Eh oui. En France, ça Eh n'a oui. pas marché. Consultant, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je suis désolé. Et pour le développement humain, en plus à l'époque, je dis maintenant, développement humain, on en parle de partout, à la télé, etc. Mais à l'époque, ça fait quoi, 15 ans en arrière, 20 ans en arrière, 20 ans, même plus, 25 ans en arrière, ils ne savaient pas ce que c'était un développement humain, je veux dire. C'est ça. Oui. C'est pour ça qu'on employait le côté médium voyant comme ça tout à fait. à tort d'arigot, en fin de compte. Et du reste, justement, je reviens par rapport à la Norvège et par rapport aux Américains. Je pense qu'eux, ils voyaient plutôt le côté, comme vous disiez, psychologie, parapsychologie ou choses comme ça. Donc, ça a une autre connotation que le côté voyant médium. Tout à fait. Oui. Une autre connotation. Ce qui fait que grâce au parcours de Sevan, il a pu comprendre, enfin j'essaye un petit peu de résumer, il a pu comprendre que le fait de dire je suis consultant en relations humaines, ça tombait bien puisqu'il y a eu aussi le développement des DRH, absolument. des ressources humaines dans les entreprises. Tout à fait. Donc quelque part, peut-être que Sevan est intervenu dans des comités d'entreprise. En tout cas, c'est une démarche qui se développe, quoi, je veux dire. En tout cas, qui ouvre. Et c'est vrai que je faisais le distinguo. Quand on dit effectivement consultant dans le développement humain et qu'on dit voyant médium, en France, quand l'étiquette y est encore, c'est-à-dire que la personne qui va venir, elle va être en attente qu'on lui donne toutes les réponses, donc elle n'a pas à travailler. Le nom, le prénom, l'adresse, le téléphone. Voilà, et dites-moi en amour, etc. Enfin, vous me direz si je me trompe, mais bon, c'est vrai qu'en général, ils sont en attente qu'on leur apporte tout, alors que quand on dit consultant en développement humain, c'est je te tiens la main, je peux te guider, je te montre une direction, mais c'est toi qui fais. C'est déjà là, rien que dans ça, il y a deux terme actuel qu'on emploie beaucoup, le coaching. Tout à fait, absolument. Et ça, ça veut dire que on n'est pas que spectateur et à l'écoute, mais il faut qu'on devienne acteur pour pouvoir changer et évoluer. Acteur de nos vies. Et il y a beaucoup de coaching qui ne savent pas ce que c'est être coach. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que quand tout à l'heure vous parlez de don, là, c'est là que ça m'a fait déclic en disant mais non, c'est pas un don. Un don, c'est, encore une fois, c'est déjà d'être vivant, de naître et de prendre les choses de la vie. Et je reviens, c'est que vraiment la voyance telle que moi je la vois, j'allais dire, c'est vraiment de l'intuition à un haut niveau. Absolument. Après, il y en a un qui va entendre, l'autre qui va sentir, l'autre qui va faire du magnétisme, l'autre qui va faire. Voilà. Mais ce n'est pas un don. Ça, tout le monde l'a. Tout le monde l'a, mais ça, chez certaines personnes, c'est développé à un level différent. Tout à fait. Tout à fait. Une acuité particulière. Absolument. Il y en a qui peuvent avoir un don et pouvoir effectivement exercer à travers, je dirais, la lecture des cartes, la numérologie, les choses comme ça, la voyance et compagnie. Et il y a d'autres personnes qui peuvent avoir le don, par exemple manuel, pour faire de très très belles choses au niveau de ses mains, etc. Les artistes médiums et compagnie, quoi. Bien sûr. Et c'est vraiment, et puis il y a, je veux dire, comme vous disiez, il faut tout leur amener. Moi, ça, je ne veux plus maintenant. C'est pour ça que ma clientèle, indirectement, je l'ai choisie, parce que je n'ai pas envie qu'on vienne me voir en disant est-ce que je vais rencontrer quelqu'un. Ça, c'est un truc qui me met hors de moi. Je veux dire, c'est... Alors en plus, elles veulent se réconforter, mais si je dois rencontrer personne, vous me le dites quand même. Mais je ne tiens pas à vous dire ça. Oui, elles vous remettent le pouvoir. Enfin, ces personnes vous donnent le pouvoir sur leur vie, alors que, comme vous le dites... Moi, je ne donne jamais de date, mais des périodes. Oui, mais c'est reprendre en main son pouvoir. Et alors, après, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites pour rencontrer quelqu'un? Rien. Et je dis, vous attendez qu'on vous tape à la porte en disant Brigitte 020. C'est ça. Je ne sais pas, vous marchez dans peut-être, il était caché. Ou alors c'est... Non, mais c'est tout à fait ça.
C'est ça. Mon mari m'a quitté, donc au bout de 30 ans. C'est pas gay, mais et j'ai dit, elle me dit pourtant je l'aime. Je dis, alors je l'écoute comme ça, je la regarde et puis je dis, vous croyez que vous l'aimez? Je dis, vous ne confondez pas amour et passion? Je dis, à l'époque, vous avez été très passionné. En plus, vous aviez des problèmes personnels avec votre famille. Donc, hop, il était là, on sort, on se marie, on a des enfants. Mais j'ai dit, vous confondez amour et passion? Je dis, la passion, c'est un cancer généralisé, c'est très beau, à condition de ne pas être dépendant comme un narcotique ou un alcoolique. Je dis, mais l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est partagé. Ouais. Mais je dis, quand on parle de partage, on va dire, ouais, mais c'est la routine. Je sais pas une routine, ça. Enfin, voilà. Oui, il y aurait une émission tout entière, je crois, à faire sur l'amour et le sujet de l'amour. Qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on y met? Tout à fait. Vraiment. Mais alors, le fait aussi d'avoir été dans les médias, etc., vous m'avez dit que vous étiez toujours encore dans une radio. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites à l'intérieur de cette radio? J'ai une radio qui s'appelle Montagne FM, c'est en Savoie, c'est à Saint-Jean-de-Maurienne. Ça fait 12 ans que je travaille là-bas une fois par mois. Là-bas, les gens m'appellent, me posent une question, malheureusement, on ne peut pas rester 5-6 minutes. Donc c'est une question. Alors moi, j'aime beaucoup la radio. J'ai accepté parce que la radio, c'est quelque chose, pour moi, c'est médiumnique plus que la télé. C'est une voix, c'est etc. Tout à fait. Alors après, il y a des questions. Je veux dire, mon fils va passer le permis, est-ce qu'il va réussir? Oui. Voilà. Oui. Et après, il y a des situations plus intéressantes. Mais en plus, les tranches d'heure, vous savez, les tranches du matin, c'est pas méchant, hein, ce que je dis, c'est monsieur et madame tout le monde qui. Enfin, voilà. Oui. Alors que moi, j'ai fait des émissions de la nuit. Là, c'est un autre monde. J'ai fait Macha Béranger 4 fois, exemple, c'est un autre monde. C'est vraiment, c'est des gens d'abord qui sont plus reposés, et puis quand ils parlent, ils prennent le temps. Moi, je prends le temps de répondre, etc. Mais là, voilà, depuis longtemps, j'arrive pas à lâcher cette radio parce que c'est ma famille aussi. Oui, c'est un lien, c'est un contact. C'est vrai que quand on est dans la radio, il y a une passion, il se passe quelque chose. Moi, je suis tout à fait. C'est ce que je ressens aussi, effectivement. Et puis, vous trouvez aussi une radio qui vous accepte aussi, c'est pas évident. Non, maintenant, surtout à l'époque, les radios FM, c'était par tout le monde. Et depuis qu'il y a eu un problème avec Derlich, vous savez, le médium, Didier Derlich, sur RTL. Oui, exact. Et alors, il y a eu un problème parce qu'il y a une dame, je crois que c'est le contraire, mais enfin, il y a une dame qui a appelé parce qu'elle avait perdu son enfant. Oui, et lui, il répond, je pensais à lui alors que c'est pas quelqu'un qui m'attirait vraiment. L'autre jour, la dame, elle a dit, est-ce qu'il est mort? Et lui, je crois qu'elle a dit non. Il n'est pas mort et en définitive, il était mort. Elle a fait un scandale à la radio et puis à partir de là, alors, moi, si on me demande si quelqu'un est mort, je ne réponds pas. Moi, c'est mon interdit. C'est mon interdit. Non, c'est pas le rôle. D'abord, je peux me tromper. Oui, tout à fait aussi. Je ne suis pas Dieu. Justement, est-ce que un médium peut se tromper? Ben voilà, la réponse, elle est là. Et puis, il faut se mettre des interdits. Hein. Autrement, Bien sûr. Je veux dire, moi, je ne dormirai pas tranquille. Oui, il y a des situations, en tout cas des questions auxquelles il ne vaut mieux pas répondre. Moi, je pense que ça deviendrait carrément l'éthique, parce que autrement, ça ne peut pas... C'est ça, absolument. Voilà, absolument. Quoi. Ne pas donner certaines informations, parce que là, on est dans le tout-pouvoir. Et puis c'est pas ça, si moi je savais tout, dans le monde, il n'y aurait pas la guerre. Ni avec Poutine, ni les Juifs et les Israéliens, les Palestiniens. Enfin, tout le monde serait frères et sœurs en Jésus-Christ ou en ce que vous voulez. Mais bien sûr. Comment tu peux avoir ce pouvoir? Je veux dire, c'est... En plus, je pense que vous serez d'accord avec moi. En fait, ça nous est donné. On est comme un peu un instrument quand on reçoit l'information. Et on doit le vivre et l'exprimer avec une éthique, un alignement du cœur, avec de l'amour. C'est ça, pas dans la notion de j'ai pouvoir sur l'autre, mais vraiment dans j'accompagne l'autre. Bien sûr, et puis le plus dur, c'est l'interprétation. Et comment faire passer le message. Mais ça, tant que vous n'avez pas fait un travail sur vous-même, absolument.
Absolument. Oui, 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 oui. Je suis intimement convaincue Ah qu'il oui, faut travailler bien sur sûr, soi pour pouvoir bien sûr. Qui accompagner n'a les pas les autres. mêmes problèmes? Tu as eu des problèmes de travail, j'ai eu des problèmes de travail. Tu as Bien eu des sûr, problèmes sentimentaux, j'ai eu des problèmes de bien sentiments. Tu as eu des sûr, problèmes de santé, bien je veux sûr. dire, si on met pas de barrière entre le client et soi, je veux dire, tu vas faire un transfert de toi. En fait, la connaissance naît de l'expérience. Hein. Absolument, Oui. absolument. Oui. Donc c'est vrai que c'est important et c'est ce qui nous permet de pouvoir justement d'être alignés. Hein. Je vous entendais tout à l'heure, la danse vous a beaucoup aidé Ah oui, à l'alignement, cet ah, oui, alignement ah, bien sûr, intérieur absolument. qui permet de ne pas vriller. Tout à Ou fait, tout à fait. il y a des personnes qui arrêtent d'ailleurs ce métier parce qu'elles ont trop Bien pris sûr, en charge, elles ont été trop dans bien, l'émotion, bien sûr, trop, bien trop, sûr. elles ont trop porté et elles Oh, craquent. bien sûr. Que ça soit De dans toute le métier façon, le dans milieu ce de la danse, métier-là. pour ceux qui le connaissent, j'ai eu aussi moi l'occasion de connaître des danseurs, danseuses, mais qui étaient préadultes, hein, Ouais, en fin de ouais, compte, ouais. qui allaient déjà à Paris, dans l'école Golovin Oui, et tout à compagnie, enfin, voilà. Et c'est vrai que ce sont des personnes qui ont une hypersensibilité, déjà, hein, et que dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, Ah ouais. ça y est, c'est un château de cartes qui Et en tombe, plus, c'est... c'est un monde à part. Voilà, Ça aussi. il y a une autarcie aussi qui fait que, enfin voilà. Mais ceci étant, vous maintenant, au fur et à mesure de votre évolution, bon, y a-t-il encore des projets? Est-ce que si vous deviez arrêter, qu'est-ce que vous feriez? Enfin, comment ça se passe pour vous? Oui, c'est une question un petit peu. Non, mais c'est vrai, parce qu'il faut bien qu'on ait des compétences sur plein de choses pour pouvoir se rabattre au cas où. Enfin, je sais pas. Mais... Oh, mais là, c'est... Non, moi, je pense que Non, bah, non, c'est moi, bien de vivre le moment présent. Ah, déjà, moi, je me tournerai plus en tant que thérapeute. D'accord. Oui, il y a ce côté Plus. énergie que vous avez, hein, et il y en a beaucoup qui font ça aussi. Et l'écoute. Hein. Je crois que pour être un bon thérapeute, il faut savoir bien écouter, pour bien répondre. Donc voilà, ça serait la danse, je ne peux plus. Éventuellement être, pas consultant, mais ouais, maintenant tout se dit consultant. Oui, c'est ça. Ouais, enfin, coach pour la danse, parce que D'accord. c'est autre chose que de danser, essayer de donner ce que la personne n'a pas trouvé. L'œil extérieur, voilà, en fin de compte. Voilà. Mais je pense que ça sera plus vers le thérapeute. D'accord. Mais c'est vrai que la voyance, enfin, ce travail-là, je ne pourrai jamais m'arrêter. Tant que je vais parler, je vais pouvoir, je le ferai, ça, bien je sûr. Le sais. Oui. Et le côté médium, vous l'avez aussi. Est-ce que ça vous... Au début, ça a dû vous faire peur. Maintenant, beaucoup, comment vous... Beaucoup. Non, genre, les messages, c'est comme s'il y a une radio, que vous écoutez du matin au soir à la radio, ça me dérange. Je me rappelle, il y avait un journaliste suisse qui m'avait dit, d'ailleurs, je dois toujours avoir sur la tribune de Genève, que j'étais la FM de la voyance. Ah, oui. Pas mal du tout. Oui. Oui. Est-ce que par rapport justement à tout ce que vous êtes en capacité, que vous avez canalisé depuis des années, vous vous êtes interrogé sur le pourquoi, comment, d'où ça venait, etc. Est-ce qu'il y a une ouverture sur la spiritualité, des recherches intérieures ou pas? Parce qu'on accueille comme ça, après tout c'est comme ça, je me pose pas de questions. Pas spécialement. Alors on en parlait encore hier soir avec mon ami John. Des gens qui parlent de spiritualité, ça me dérange. Parce que je suis spirituel. Qu'est-ce que tu es spirituel? Tu es sur une voie spirituelle. Tu es à la recherche de ta spiritualité. Mais tu n'es pas spirituel. Celui qui a été spirituel, ils l'ont mis sur la croix. Enfin, je veux dire, encore une fois, c'est une notion de pouvoir. D'accord. Alors, non. Pas de quête intérieure particulière, pas de questionnement. Alors, c'est le vraiment questionnement, oui, toujours, oui. Mais d'abord, je prends comme ça vient. Quand je dis je m'en fous, c'est pas dans le mauvais sens du terme. Oui.
Et qu'est-ce qui pourrait ressortir? Alors j'ai vu, hein, vous avez un site sur Facebook, et j'ai pu voir que donc vous pouvez transmettre pas mal de conseils. On sait que souvent dans ce genre de métier, souvent une question qui revient, quelles que soient les personnes qui viennent à notre rencontre, c'est souvent la question de la dépendance amoureuse. Voilà, ça c'est souvent un sujet qui revient. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à nos auditeurs quand on est dans cette... Quelle que soit la dépendance, qu'elle soit alcoolique, narcotique, amoureuse, moi je dis toujours que c'est une maladie, c'est un cancer généralisé. Ça, pour moi, c'est horrible. Malheureusement, pour la personne qui est comme ça, qui souffre, et pour l'autre aussi qui souffre, parce que pour être manipulateur, il souffre, hein, je veux dire. Alors ça, moi je conseille toujours à ces personnes-là, d'abord de se prendre en charge et d'enlever la notion du doute. Ça, c'est important, parce qu'un doute, c'est intéressant de l'avoir à condition qu'elle vous fasse évoluer et pas rétrograder. Si on rétrograde, on ne sort jamais de cet état. Voilà. Et je dis toujours, mais après, c'est très difficile de les... Je dis, mais pourquoi vous n'allez pas voir pourquoi vous n'allez pas voir un thérapeute? Mais je ne suis pas malade, ils vous disent. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est sûr. C'est ça. Mais je ne vous ai pas dit que vous étiez malade. Je ne vous ai pas dit un psychiatre. Je vous dis un thérapeute. C'est autre chose, ça peut vous aider. Oui, mais j'en ai pas besoin. Ben alors, voilà. Et là, j'arrête parce que j'ai pas envie que la personne perde du temps et de l'argent, et moi non plus. Donc j'arrête, je stoppe. Si je veux, je gagne beaucoup d'argent, hein, il n'y a aucun problème. Je les roule comme je veux. Mais non, comment je vais dormir tranquillement le soir? Effectivement, il y a la conscience qui est là. Bien sûr. Donc en fait, alors moi je dis toujours, écoutez, d'abord ayez confiance en vous, essayez de voir vous où sont vos malaises, mais ça vous avez besoin de vous faire aider. Parce que la dépendance, alors c'est assez intéressant parce qu'il y a toujours une racine de son enfance par rapport à papa, par rapport à maman, par rapport à la notion du couple de ses parents. Après, il y a des cas qui sont dramatiques, quoi, qui se sont fait agresser par le frère, l'oncle, le père, etc. Et la peur est colle à la dépendance. C'est ça. C'est ça. Ouais. Donc là, vous avez plutôt ce que j'appellerais, moi, la notion de guidance. Tout à fait. De guidance pour essayer Tout à fait. de faire changer la personne. Ouais. Après, il y a des gens qui ne veulent pas. Oui, voilà. Oui, c'est sûr. Et là, on ne peut rien faire. Oui. Ben non. C'est ça. C'est sûr. Après, mais au départ, je ne dormais pas. Hein. Je disais, mais comment elle va s'en sortir? Comment il va s'en sortir? Oui, parce qu'on prend... Ben oui, et à un moment donné, je me suis dit, stop. On est dans le triangle infernal, le sauveur. Il ne faut surtout pas être le sauveur. Et c'est vrai que ces personnes, parfois, sont dans le mode victime, elles subissent, elles n'agissent pas. Et là, quand on les conseille de pouvoir prendre en main, d'agir pour sortir... La semaine dernière, j'ai eu une personne au téléphone qu'elle me connaissait de la radio en Savoie. Moi, je ne la connaissais pas du tout. Et bref, elle me téléphone, une dame qui devait avoir 40 ans, 38, 40 ans, très, très intelligente comme femme, très sympa, elle avait un poste important dans un travail. La femme, matériellement, elle était bien. Alors, elle a été mariée, elle a un enfant de 16 ans, elle est divorcée et elle a un compagnon. D'abord, avant qu'elle me commence à me dire qu'est-ce qu'elle avait, je dis, écoutez madame, qu'est-ce que vous faites avec cet homme-là? Elle me dit, mais je ne sais pas, je voudrais savoir s'il me trompe. Je dis, déjà, vous n'avez pas confiance en lui. Comment vous voulez? Je dis, mais vous voyez, alors j'ai décrit la personnalité. Je dis, moi, si je le vois devant moi, c'est un être adorable, sympa. Mais je dis, lui, il a un problème à la base avec les femmes déjà. Il les maltraite pas par des actes physiques, mais il les maltraite dans son raisonnement et dans sa relation avec la femme. J'ai dit, ça vient parce que son père était très méchant avec sa mère et lui reproduit. Voilà. On reproduit un petit peu. Le même schéma. Oui. Alors, et puis elle me dit, c'est drôle ce coup. Elle me dit, mon fils me dit la même chose. Mon fils ne s'entend pas. En plus, ils n'habitent pas ensemble, malheureusement.
Et il me dit, mon fils ne s'entend pas avec, je ne sais pas comment il s'appelait. Et je dis, vous voyez, votre fils, il a 16 ans, vous en avez 40, vous vous rendez... Mais je dis, enlevez les patates devant les yeux. Votre fils, le pauvre, je dis... Il le ressent déjà tout de suite. Sûr, bien sûr. Il a dit, mais maman, qu'est-ce que tu fais avec ce malade? Malade. Oui, bien sûr. Oui, des fois, le changement fait peur. Mais la solitude, les personnes sont qu'est-ce que je vais devenir? Voilà, Moi, là, je suis maltraité, on s'occupe de moi, et je m'occupe de lui aussi. Ouais. Mère Teresa, ça va, quoi, je veux dire. Ou alors, tu te dévoues à ça, tu t'occupes pas de quoi que ce soit, et puis tu restes comme tu es, mais ne téléphone pas à quelqu'un comme moi, ou à quelqu'un comme, je sais pas moi, parce que, j'ai dit, le problème, c'est, exemple, si on se rappelle dans 2 ans, vous serez toujours au même niveau, et vous me direz toujours la même question. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à sauter ce cas-là. Et là, j'ai dit, écoutez, allez voir ou un hypnothérapeute, parce qu'il y avait sûrement dans votre enfance des blocages, ou alors aller voir un thérapeute tout simplement, quoi. Je dis, parce que vous ne pouvez pas durer comme ça. J'ai dit, à la limite, vous, je m'en fous, vous avez 40 ans, mais votre fils, là, vous ne voyez pas que vous lui donnez des images qu'il peut reproduire demain? Tout à fait. Oui, oui. Donc, le message serait, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner. Voilà. Ayez confiance en vous, et regardez où vous avez mal en dehors de la relation avec cette personne. Ouais. Posez-vous les bonnes questions. On revient toujours à ça. Bah oui, on revient à ça. C'est ça. Écoutez, merci beaucoup pour tous ces conseils. Enchanté d'avoir fait votre connaissance. Enchanté d'avoir fait votre connaissance. Et puis c'est vrai, en Lorraine, il n'y a peut-être pas de soleil, mais il y a le soleil de nos cœurs. Voilà, merci. J'espère que vous aurez apprécié notre émission et je vous dis à très vite. Voilà, c'était l'interview de Sévan. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que son histoire va vous donner envie de le connaître un peu mieux, de le contacter. C'était Portrait de Sévan. À bientôt.